Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Mona Achache, présidente du jury court-métrage du 15e Festival des Arcs. On lui doit le film culte Le Hérisson, mais aussi Les Gazelles et plus récemment Little Girl Blue, interprété par Marion Cotillard, en sélection hors compétition au Festival de Cannes 2023. Ce dernier me touche beaucoup. Lorsqu'on perd un parent, ça en devient presque obsessionnel. On cherche à continuer à le faire vivre. On a tellement peur qu'il disparaisse aussi de la mémoire collective comme une deuxième mort. On en parle dès qu'on en a l'occasion. On partage toutes nos victoires avec cet être invisible jusqu'à ce qu'elles ne nous appartiennent presque plus, à nous les vivants. On poste des photos, on garde les vêtements, on fait de la place aux objets sentimentaux dans son salon en espérant que quelqu'un se questionne et qu'on puisse évoquer un souvenir. Mona Achache est allée jusqu'à en faire un film hybride à la croisée des chemins du documentaire sur sa maman disparue. Avec comme outil précieux de nombreuses archives, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est le plus beau cadeau qui soit. Bonjour Mona. Bonjour. J'aimerais bien, avant qu'on raconte ton échec, évidemment le thème du podcast, parler juste quelques instants de ce film qui a beaucoup marqué et évoquer aussi le regard qu'a Marion Cotillard sur ta maman. C'est tellement touchant de donner cette chose intime de soi à quelqu'un d'autre, non ? Je suis partie de mon élan de vie réel qui était que j'ai commencé à vouloir chercher des questions dans des caisses d'archives qu'elle avait laissées dans sa cave, et à l'intérieur de ces caisses pleines de photos et d'écrits, j'ai aussi trouvé sa voix qu'elle avait enregistrée sur un dictaphone, et m'est venu un espèce de fantasme impossible qui était de faire revenir ma mère pour avoir avec elle une conversation post-mortem et comprendre les raisons de son geste. Et j'ai transformé ce désir de vie en rêve de film et en fantasmant qu'une grande comédienne iconique comme Marion Cotillard pouvait venir et faire revivre Carole. Alors évidemment, pour Marion, c'était au-delà d'une interprétation. D'abord, c'était un rôle techniquement et émotionnellement elle l'a dit. très complexe, parce que il y avait tout ce travail de synchronisation de la voix sur celle de ma mère pour qu'on ait l'impression que la voix de ma mère, vraiment que le souffle de vie de ma mère sortait de sa bouche à elle. Et évidemment que le tournage a été aussi l'expérience pour moi d'une forme de résurrection que Marion rendait possible, et où les débordements d'émotions participaient aussi à rendre le film vivant. Voilà, faire revivre quelqu'un à travers un film, c'est aussi accepter d'accueillir les émotions fortes, chavirantes, complexes qui naissent de ce retour. Oui, parce que moi, dans mon intro, je parle du souvenir, c'est un prisme très particulier, mais il y a aussi cette lignée de femmes dont tu parles beaucoup. Et oui, et puis il y avait, pour revenir au sujet de ce podcast sur l'échec, il y a une vraie spirale de l'échec dans ma famille. Je viens d'une lignée de femmes qui ont beaucoup souffert, qui ont choisi la mort et qui ont tenté, qui ont échoué. Mais ce que je trouvais beau aussi, c'est de raconter à quel point elles ont tenté. Dans le film, il y a une citation de Cocteau qui est dite par Marguerite Yourcenar et qui dit si votre maison brûlait, qu'est-ce que vous garderiez avec vous, qu'est-ce que vous emporteriez avec vous? J'emporterais le feu. Et moi, c'était ce feu-là que je voulais raconter. C'est-à-dire qu'il y a l'échec, il y a l'échec de femmes qui écrivent et qui ne sont pas publiées, de femmes qui aiment des hommes qui ne les aiment pas en retour, ou même qui les abusent. Mais il y a des femmes qui écrivent, il y a des femmes qui aiment, et que c'était ça aussi que j'avais envie de raconter. C'était de se dire, voilà, quand on vient d'un schéma familial aussi désastreux que le mien, parce qu'il l'est, il y a quand même un fil beau à tirer, et en l'occurrence là, c'était celui du feu de la liberté de ces femmes qui ont échoué parce qu'elles ont tenté. Et c'était de pouvoir me dire aussi, tiens, voilà, dans cette idée de famille pleine de malédictions, parce que c'était comme ça que ma mère le disait, il y a pas de malédiction, il y a un conditionnement, et de décortiquer toute cette histoire, d'essayer de comprendre d'où je venais, c'était aussi de me dire, voilà, je suis l'héritière traumatisée, mais aussi chanceuse
d'une lignée de femmes indissociables de leurs contradictions. Elles m'ont transmis aussi leur sens de la liberté. À moi de ne pas reproduire la spirale d'échecs et la plongée suicidaire qu'ont eu ma grand-mère et ma mère ensuite. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je pense qu'on est à peu près toutes concernées par ce sujet-là. Ça doit être un sacré poids sur tes épaules de te dire la malédiction, entre guillemets bien sûr, parce que toi tu n'y crois pas de cette manière-là, mais la malédiction s'arrête avec moi. C'est un sacré boulot aussi que ça te donne en plus, non ? En fait, le poids, je le sentais pas sur mes épaules, c'est que j'avais surtout peur qu'il tombe sur celle de mes enfants. Ah oui. Donc c'était ça pour moi l'urgence, c'était de prendre la mesure du schéma de répétition dans lequel on s'était engouffré et d'essayer d'arrêter cette avalanche pour que mes enfants soient plus légers, de pouvoir leur transmettre l'histoire de leur grand-mère, parce que je crois fort que les silences et les tabous dans les familles enlisent plus qu'ils ne libèrent, et mais de faire ce travail de digestion. Voilà, comme une mère qui, je sais plus quel animal, la mère qui prend les aliments, qui les mâche, qui les digère. Attends, je suis en train de réfléchir à Copain des Bois. Je crois que c'est des oiseaux, c'est les mamans oiseaux qui font ça et qui mâchent, presque qui digèrent et puis qui mettent la bouillie déjà digérée des enfants dans la bouche de leurs enfants. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là qui vient tout d'un coup, mais et voilà, c'était important pour eux qu'ils sachent d'où ils viennent, mais qu'ils ne s'en sentent pas alourdis non plus. Ouais, complètement. Comment est-ce que toi tu fais pour essayer de prendre du recul sur tout ça et gagner en liberté ? On est tous pleins de nos origines. Forcément, les miennes sont lourde. Après, il y a cette idée aussi de la transmission du goût de l'écriture. Alors moi, ça se transpose aussi dans le goût du film. Mais avant de filmer, j'écris les films que je tourne. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui me vient de ma mère, de ma grand-mère. Est-ce que tu peux raconter, je te coupe, mais autour de qui elle gravitait à l'époque? Parce que c'est un milieu très intellectuel avec des gens incroyables. Ma grand-mère était secrétaire de Gaston Gallimard, qui était donc à la tête des éditions Gallimard, et donc gravitait autour d'elle des personnages assez flamboyants de cette période de la Révolution intellectuelle. Ça va de Marguerite Duras à Violette le Duc, en passant par Jean Genet, qui a fort marqué la vie de ma mère, et pas qu'en bien. Et voilà. Bah, c'est vachement bien. Excuse-moi, je t'ai coupé, je t'ai fait perdre le fil. Le dilemme de ma mère, c'était d'avoir grandi enfant dans un milieu qui était un des milieux fondateurs de cette révolution intellectuelle, d'avoir pu grandir auprès de penseurs, d'écrivains formidables. Jean Genet l'était, mais il a exercé sur ma mère une emprise alors qu'elle était encore toute gamine, quelque chose qui peut flirter avec l'idée de l'abus, ou en tout cas ma mère a été abusée par le compagnon de l'époque de Jean Genet, et tout ce milieu est devenu un peu le spectateur passif aussi de ma mère, qui à l'époque enfant devenait un peu le cobaye de ce groupe. Maintenant, ma mère disait: j'ai un chien de ma chienne contre Genet, et à la fois je lui dois il m'a forgé ma manière de penser, il m'a forgé mon intelligence. C'est mon ambivalence. Et c'est ça qui me plaisait aussi dans ce que venait raconter ma mère. C'était que, à la fois, elle prenait la mesure du traumatisme d'avoir été trop jeune, d'avoir vécu trop jeune ce qu'elle aurait pas dû vivre avec cet homme, et en même temps de reconnaître la part de génie de cette même personne. Et puis là-dedans, il y avait la complicité de ma grand-mère aussi, qui avait une admiration folle, elle aussi, pour Jean Genet. Elle lui aurait tout donné, y compris sa propre fille. Et donc, dans ce chantier familial, c'était intéressant, là encore, de percevoir comment l'échec, le traumatisme d'enfance originelle de ma mère, à quel point
ce nœud-là était aussi indissociable de quelque chose de plus en contradiction et qui venait aussi dire sa fascination, il y avait, on peut pas tout rejeter, elle disait, et ça j'y crois beaucoup, on peut pas tout rejeter comme n'importe quel échec de la vie. Ouais, d'ailleurs toi tu le transcendes à travers ce film certainement aussi. En tout cas, voilà, dans le film il y a cette phrase de ma grand-mère qui m'avait fort marquée où elle parlait de l'écriture, du rapport à l'écriture de Carole, donc sa propre fille, ma mère, et elle disait Carole ne se débloquera pas dans l'écriture tant qu'elle ne se débloquera pas avec moi. Et comme tout un tas de choses que j'ai pu lire dans ces caisses et dans ces carnets de ma mère et de ma grand-mère, je lisais des phrases qu'elles s'étaient écrites entre elles et qui résonnaient fort avec moi. Il y avait cette idée que moi-même, je faisais des films, mais je faisais jamais des films qui m'étaient totalement personnels et au bout d'un moment, il m'a fallu accepter l'idée qu'il y avait peut-être un nœud intérieur, et en l'occurrence quelque chose qui me reliait à ma mère, qui m'empêchait aussi de créer la connexion que je voulais obtenir entre ce que j'étais, mes libertés de femme qui ont été grandes et mon travail qui restait un petit peu emprisonné dans une forme de conformisme qui me ressemblait pas du tout, et que peut-être aussi ce film il m'a permis d'accepter de regarder ces blocages, leurs origines et donc forcément de mieux les comprendre et de m'en libérer. Ouais, bravo, c'est courageux parce que c'est plus facile de rester dans quelque chose qui plaît aux autres et ne pas prendre le temps ni le courage de justement regarder à l'intérieur de soi et faire non, en fait ce que je veux faire c'est précisément ça. Et d'ailleurs, on va parler ensemble de ces entre-tournages, ces moments où tu as des projets qui ne fonctionnent pas toujours et qui t'amènent vers d'autres chemins. Ça, en tout cas, c'est l'origine de mon parcours. C'est-à-dire que avant d'aboutir enfin à ce film, qui est comme un premier film pour moi aussi, c'est la première fois que je fais un film aussi libre et aussi personnel. J'ai beaucoup tourné pour la télé, pour le cinéma. J'ai fait de la comédie, des polars, du drame, etc. Mais disons que ce parcours éclectique est plus ouvert même sur le public à travers ce que j'ai pu faire pour la télévision par exemple, il est vraiment né d'échecs successifs. Avant Little Girl Blue, j'ai eu au moins 2 autres projets qui étaient qui tournaient aussi autour des questions de l'abus, de la violence et de la liberté, et qui sont des films comme plein de films de plein de cinéastes qui ne se sont pas faits. Et puis il y avait cette réalité de la vie. J'ai des enfants. Il fallait aussi que je vive de mon travail. La quête était pas seulement intellectuelle, elle était aussi matérielle. Bien sûr. Et donc ces petits échecs professionnels m'ont un peu forcé à accepter des projets qu'on me proposait, qui me surprenaient un peu. On me proposait de la comédie et je comprenais pas bien pourquoi, alors que j'avais envie de voir et de faire que des grands drames. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a sorti de moi-même, ça m'a construit, ça m'a forcé aussi à me connecter à des élans qui me semblaient totalement étrangers, mais qui paradoxalement m'ont libérée, peut-être que si je m'étais entêtée dans ce registre qui était plus frontalement dramatique, comme avait pu l'être dépendant de ma vie, peut-être que je me serais sclérosée, enfin qu'il y aurait eu quelque chose qui serait gangréné dans ma manière de vouloir raconter les choses, et que finalement cette obligation à aller vers un registre de films plus large, plus lumineux, plus populaire, à avoir un regard plus attentif vers les spectateurs potentiels des films qu'on fait, à écouter le désir des autres. Et sur le moment, j'ai pu le vivre au départ comme une forme d'échec et de me dire mais je ne veux faire que du cinéma libre, un cinéma d'auteur, et finalement je ne fais que des films plus populaires. Et aujourd'hui, je sais que la liberté, la radicalité que j'ai pu explorer dans Little Girl Blue, je la dois justement vraiment à cet éclectisme-là, à ma capacité de passer d'un registre à l'autre, et que moi j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai eu mes enfants très très jeunes, et
et que donc les films que j'ai faits ont été mon école, et que souvent les gens voyaient mon itinéraire comme une forme de dispersion intime et professionnelle, et que je sais que Little Girl Blue, mon dernier film, et moi, comme voilà, c'était un peu le premier, est fort aussi de cette itinérance, et que voilà, parfois il faut accepter aussi, je crois, les chaos de la vie, les échecs, les expériences qui nous semblent un peu forcées et qui se présentent, et de voir comment on peut en faire un tremplin imprévu, comment on peut construire des armes aussi face à l'adversité. Et je crois que ça rend d'autant plus savoureux en plus le moment où cette liberté tant attendue arrive enfin. Oh mais tellement, tellement, quand tout d'un coup les planètes s'alignent et qu'on se dit ah ok, je comprends mieux par quel chemin je suis passée et pourquoi. C'est chouette ce passage par la comédie, parce que j'imagine que ça a dû te faire rencontrer des gens très différents, t'ouvrir à une autre vision des choses et développer quelque chose en toi que t'aurais peut-être pas développé sinon. Oui, et puis c'est ça qui est joyeux aussi, c'est que donc moi j'ai pas fait d'école, donc forcément pas faire d'école au début, ça a généré chez moi une forme de syndrome complexe de l'imposteur, non par rapport à j'avais l'impression de pas être armée, et puis très vite il y avait quelque chose que j'ignorais complètement, c'est qu'aussi quand on fait des écoles, on se construit un réseau, un entourage de gens de notre génération que j'avais pas du tout, donc c'était un point de départ dans le cinéma assez solitaire. Puis j'ai eu mes enfants à 20 ans, puis 24 ans, donc c'était aussi j'étais très en marge des élans qu'avaient les jeunes de mon âge, puisque j'étais mère, et puis finalement donc je me suis construite en faisant, et que de passer d'un film à l'autre, ça m'a permis de rencontrer des comédiens, et voilà, ce que j'avais pas appris à l'école, de l'apprendre sur le tas, de aussi de me dire voilà, j'ai pas ces outils conceptuels que peuvent offrir les écoles. Je suis pas rassurée par ce microcosme-là, mais peut-être il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct ou du savoir-faire qu'il faut que il faut que je le pratique comme un artisan qui pratiquerait n'importe quel métier manuel. Ou moi j'ai appris en faisant, j'ai appris à réfléchir le jeu de l'acteur en dirigeant des comédiens, et beaucoup, enfin j'ai eu la chance de croiser aussi des comédiens très différents, formidables, qui m'ont construit aussi. Et franchement, il n'y a pas un seul de mes films que je renie. Je suis vraiment parce qu'ils font tous partie d'un parcours dont moi maintenant je vois vraiment le chemin de cohérence aussi. Ouais, j'imagine, avec tendresse aussi quand on regarde ses premiers. Bah oui, j'essaie de. C'est voilà, ça aussi c'est une autre. J'ai perdu beaucoup de temps à être dans le jugement de ce que je faisais pas, dans le peur de du regard des autres, parce que j'avais l'impression de faire des films qui étaient à côté de ceux que j'avais envie de voir. C'est comme si je pratiquais le métier de gens dont j'admirais le travail, mais un petit peu à côté, quoi, que je me sentais en marge de par mon parcours de vie, et de par mon parcours de réalisatrice, et puis un jour on se libère de cette peur du regard des autres, et on se sent fort aussi de la singularité de notre propre parcours. Et ça c'est comme souvent je me dis oh là là, je vois des photos de moi avant, et je me dis oh là là, mais j'ai perdu tellement de temps à complexer, à me trouver laide, alors qu'en fait ça va, ça allait, quoi. Ah non, mais ça, j'ai envie de me claquer quand je vois des photos à 20 ans et que j'étais là, je suis grosse. Voilà, et ça, je crois que c'est l'exemple le plus parlant, c'est de pas perdre de temps à plus tard regarder se regarder soi-même, des photos, son parcours, n'importe quoi, et essayer de se libérer le plus vite possible de la peur ou de l'impression qu'on est à côté de ce qu'on voudrait faire ou pas comme on voudrait être, et d'être vraiment voilà, moi je me dis il y a pas de plus grande joie pour moi, en tout cas aujourd'hui, d'avoir l'impression surtout d'être libre, et donc peut-être parfois bien, moins bien, enfin peu importe, mais en tout cas d'être dans un chemin qui se fout joliment du regard des autres, non. Ah ouais, c'est même un luxe, je dirais.
c'est clairement un luxe. J'essaie de travailler là-dessus en ce moment en me disant, mais rappelle-toi ce qui te posait problème il y a 1 an. Tu as totalement oublié. Tu sais, ce mec sur qui tu pleures. Et 2 ans après, t'es là, oh là là, quand tu regardes après, ça les veut pas photos. dire être cynique. L'intensité amoureuse, elle est belle. Les remises en question, elles sont fondamentales, évidemment. Mais c'est d'être doux avec soi-même, d'être exigeant, d'accepter l'intensité des émotions. Ça, je trouve que c'est hyper important. Quand il y a un chagrin d'amour, faut le vivre à fond. Faut avoir l'impression que c'est. Mais au fond, c'est chouette aussi de savoir que, évidemment, un jour on s'en remet. Ça fait du bien de se le dire. En tout cas, c'est une chouette. Comment est-ce qu'on dit déjà, bonne résolution, c'est ça, 2024. Ceux qui nous écoutent, soyez plus doux avec vous-même. On est tous trop durs. Alors tu sais, on dit souvent qu'on est le centre de son propre univers et que les autres s'en tapent. Moi, j'essaie souvent de me dire ça en me disant, mais en fait, moi, j'ai l'impression que je me suis foutu la honte de ma vie, mais la personne m'a zappé 2 minutes 30 après la fin de notre interaction. Je trouve ça chouette ton parcours aussi parce que, alors c'est sûr, t'as peut-être pas appris toute la technique que d'autres ont appris dans une école de cinéma, mais ça te permet aussi d'avoir une liberté de voir les choses à ta manière, parce que ça enferme aussi une école. Et peut-être que ton cinéma, ça se ressent là-dedans aussi, cette liberté que tu as d'avoir fait un pas de côté, non ? Oui, peut-être. Enfin, sûrement même. Oui. En tout cas, ça oblige à aller chercher les armes à l'intérieur de soi ou en se nourrissant des personnes qui vont jalonner notre parcours et donc c'est peut-être plus chaotique, plus bordélique qu'une école qui va amener une structure. La technique après, elle s'apprend en faisant. Le savoir-faire aussi, enfin tout peut tout peut s'apprendre de n'importe quelle manière qu'il soit, mais en tout cas oui, ça le fait de pas avoir eu cette structure scolaire, ça impose d'aller inventer presque une auto-façon de se structurer. Le livre des façons de Mona Achache. Et parce qu'il y a pas de référent en fait. Ce que je peux me dire, c'est que j'ai longtemps eu l'impression que je n'arrivais pas à faire à avoir dans mon travail la liberté que j'espérais vivre, que mes films n'étaient pas ceux que je voulais faire, même si j'avais, encore une fois, je les renie pas et j'avais une vraie tendresse évidemment pour ô combien les gens avec qui je les ai faits à chaque fois et pour les films en eux-mêmes, mais je ne voyais pas à quel point ce chemin-là était aussi ma propre expérience de la liberté. C'est juste que ça m'a pris beaucoup de temps. Peut-être il y a parfois ce souci, ça c'est vraiment une des plaies de notre époque, c'est ce rapport à l'immédiateté, à l'efficacité, et que en fait j'ai construit mon rapport à la liberté justement en allant piocher à droite à gauche, en perdant un temps fou à avoir l'impression que j'y étais pas, alors qu'en fait j'y étais, c'était juste ce chemin-là. Ouais, c'est fou. J'ai l'impression que on oublie qu'on a tous un fuseau horaire qui est propre. C'est aussi avoir la pleine conscience, être en pleine possession de qui on est, de d'où on vient, et puis parfois il y a des élans miraculeux, il y a des gens qui se connectent avec eux-mêmes très très vite, de manière immédiate, et qui savent le maîtriser, en faire quelque chose. Et puis parfois ça prend plus de temps. J'ai construit ma vie de femme avec beaucoup de liberté immédiatement, et puis peut-être que mon chemin cinématographique aura pris beaucoup plus de temps, mais à la fois maintenant je me sens forte aussi de ce rapport à la patience. Ouais, tu peux être fière de toi, surtout sans avoir fait. Non, mais c'est vachement bien. C'est pas, en tout cas, c'est pas, j'ai toujours du mal avec ce mot de la fierté. C'est vrai. Ouais, c'est un mot que je rejette. J'ose jamais dire même à mes enfants que je suis fière d'eux. J'ai l'impression que ça pose presque une idée c'est comme si je m'accaparais une partie de leur, du brio de ce qu'ils ont fait et puis la fierté de moi-même, non, ça, je sais jamais comment employer ce mot sans avoir l'impression que ça devient immédiatement prétentieux ou pas au bon endroit. Mais je pense pas qu'on puisse se dire que t'es prétentieuse. Ça fait combien de temps? Ça fait 25 minutes qu'on parle. Je crois pas que ce soit le mot qui te définisse. Mais c'est le mot fierté, ça m'interroge beaucoup. Non,
d'être au bon endroit. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est vraiment la quête d'une vie. Et certains la trouvent très vite, cette bonne place. Moi, ça a mis du temps. Et à la fois, toutes les autres, cette itinérance de parcours, il m'a enrichi. À plein de moments, je me suis pas forcément sentie à ma place, mais j'ai vécu l'expérience. J'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai aimé et pas aimé, mais ça m'a construit. Et en fait, je ressens plus une vraie joie, un apaisement, une vraie plénitude. Voilà, encore une fois, ce mot de liberté, quoi, cette plénitude génial. De la liberté. Et voilà, c'est doux. Oh, ça me plaît bien. C'est même le mot de la fin que j'ai envie d'avoir. J'allais te poser une dernière question, mais j'ai envie qu'on s'arrête sur la douceur. Parce qu'en fait, le fait d'être aligné et d'être bien à l'instant T, c'est ce qu'on cherche tous, c'est merveilleux, quoi. Oui, c'est franchement, souvent on part dans la vie en ayant des fantasmes, des idéaux, des personnes, des artistes, des auteurs qu'on adore, et donc on avance en projetant des choses, et puis un jour on trouve sa bonne place qui est peut-être pas loin ou complètement à côté de ce qu'on avait fantasmé au départ, mais on s'y sent bien. Ouais. C'est tout ce qu'on cherche, voilà, non? Bah ouais, c'est déjà pas mal dans ce monde de chaos. Si on arrive déjà à trouver sa bonne place à soi, c'est déjà un point d'ancrage. Nous, on est aux Arcs 1950, juste avant Noël. Il neige juste ce qu'il faut pour avoir un brin de magie. Donc franchement, j'ai l'impression qu'on est au bon endroit, non? On est à la bonne place au bon endroit. Et ça, c'est que quand tout est là, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Mona. Merci vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.